Alors, ce film, donc le scénario est original. Qu'est-ce qui vous pousse donc à écrire? Qu'est-ce qui vous vient l'idée pour commencer un sujet comme celui-là? Et quelle est votre méthode de travail avec Gilles Marchand, enfin, puisque vous travaillez ensemble, et de quelle manière vous travaillez pour arriver donc à ce scénario une fois rédigé au film après que l'on voit? Euh, enfin, le point de départ, enfin l'idée de départ quand j'ai commencé à en parler à Gilles, c'était vraiment l'idée de ce personnage, enfin d'un personnage qui, voilà, qui est dans une routine de travail, enfin correspond à celle de beaucoup de monde et qui est quelqu'un qui essaye de bien faire, d'avoir un comportement comme ça un peu exemplaire, modéré, raisonnable, et de voir si, voilà, s'il y arrive, si c'est possible dans aujourd'hui, enfin voilà, dans un monde fait d'inquiétude et d'incertitude. Avec enfin, déjà l'envie de tirer tout ça plutôt vers la comédie, enfin une comédie décalée, mais une comédie quand même. Voilà, donc à partir de là, on a commencé à, à rassembler voilà, des idées de personnages qui pourraient l'entourer. Et sans. Enfin, nous, avec Gilles Marchand, quand on travaille sur un scénario, c'est de manière assez organique, c'est-à-dire, c'est pas. Oui. Il y en a qui disent, bon, voilà, on a un résumé, enfin un pitch d'une phrase, ensuite on fait un synopsis de demi-page, ensuite une page, ensuite. Nous ça, c'est pas comme ça, enfin ça pousse un peu dans tous les sens, on peut se dire, tiens, bah là, ça serait intéressant qu'il ait 2 enfants, quel type d'enfant on peut imaginer, où est-ce qu'il peut travailler, quel est son rapport avec son patron, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors, parfois il y en a plein, enfin ça foisonne, et puis forcément il faut aussi faire un choix et un tri pour organiser tout ça, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un gros tas d'idées qui ressemblent à rien, mais de les organiser dans un récit, dans un propos qui en fait émerge en même temps que le travail. Voilà. Et voilà, en fait, avec toujours ce souci voilà, de créer une galerie de personnages qui nous, d'abord, nous amusent et dont on espère qu'ils amuseront et intéresseront aussi les spectateurs. Et voilà, et puis petit à petit, donc on a compris aussi que le film parlait, enfin, enfin qu'un des thèmes centraux du film était l'idée de la transmission, de qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à transmettre à nos enfants, qu'est-ce que nos parents nous transmettent, est-ce qu'on arrive encore à donner confiance dans l'avenir, à transmettre de l'idéal, enfin toutes les questions qu'abordent les parents fantômes de Philippe Marx dans le film. Et je me suis rendu compte aussi que, enfin, de tous mes films, c'est celui qui est le plus ancré dans son époque, enfin, qui résonne vraiment avec son époque, aussi avec cette idée du XXe siècle qui n'est pas si loin et qui pourtant paraît déjà très très loin. Voilà, et donc après, on essaye d'organiser tout ça pour que ça fasse une histoire qui tienne la route et qui raconte quelque chose. Et à partir de quel moment vous songez au comédien? Vous attendez que le scénario soit complètement achevé, écrit, et ensuite vous passez à une autre étape, où vous avez déjà quelques idées, vous pensez, tiens, ce rôle-là, ça pourrait convenir à Damien, c'est l'autre à McCain. Comment vous procédez? Alors, c'est en 2 étapes. Enfin, j'attends effectivement la fin de l'écriture avant de me pencher sérieusement sur la question. Après, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, en écrivant, voilà, Oui. on va voir un film, on voit un tel qui joue dedans, on se dit, tiens, est-ce que lui... Voilà, donc forcément, on commence à même peut-être déjà établir des listes, à dire, bah, tiens, peut-être un tel, ça irait, ou de réfléchir, ou de tester l'idée auprès
ou parfois le producteur qui a déjà lu une première version peut dire tiens, qu'est-ce que tu penses d'un tel, voilà. Mais en tout cas, je ne veux pas me fixer avant que le scénario soit terminé, donc c'est vraiment une deuxième étape. Alors le choix donc, de ces deux comédiens, pourquoi ces deux-là et pas d'autres, parce que ça pourrait être aussi d'autres. Ah oui, bah après, bien sûr, parce que, enfin pour moi c'est important pour les deux personnages que les deux aient de la folie en eux. Enfin, bon, pour le personnage de Jérôme qui est borderline, ça paraît un peu évident, mais pour le personnage de Philippe, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un peu un couvercle sur sa folie à lui, et du coup sur ses rêves, sur tout ça. Donc c'était important qu'on sente qu'il est quand même ça, et qu'elle puisse à un moment donné, vers la fin, s'exprimer. Et ce qui était aussi très important pour moi, c'est que les deux, puisque justement l'idée c'était pas juste de faire rire, mais aussi qu'on s'attache à eux, qu'ils puissent nous émouvoir, que les deux aient une capacité à susciter l'empathie et l'émotion. Et pour moi, et Vincent Macaigne et François Damiens ont cette capacité-là de manière très, très forte, et les deux aussi ont quelque chose de très très singulier dans ce qu'ils sont, et évidemment c'est toujours intéressant de travailler avec des gens, des comédiens singuliers dont on se dit que ils ont un truc vraiment qui leur appartient qu'à eux, et qui vont aussi du coup amener une singularité dans le film. Et que les deux soient barbus, c'était aussi... Non, alors ça, c'est vrai que c'est un film très barbu. Non, c'est en fait... Vincent, quand j'ai fait des essais avec lui, il était barbu, et ça me plaisait bien qu'il soit barbu. En fait, j'avais l'intention de demander à François d'être glabre, et en fait, il s'aime pas du tout. Il trouve qu'il a une tête d'œuf quand il a pas de barbe. Et donc voilà, je sentais après, j'aurais pu, si j'avais vraiment insisté, dit non, je veux absolument que ça. Mais bon, après, je pense qu'il faut aussi prendre en considération ce genre parce que ça changeait pas fondamentalement, ça changeait rien sur le personnage, et je préférais qu'il soit à l'aise avec barbe que se sentant pas à l'aise sans barbe. Donc il se trouve qu'effectivement les deux sont barbus. Que tout était déjà inscrit dans le scénario, toutes les idées que vous évoquez là, et que donc les comédiens se glissaient dans les personnages, ou on pouvait aussi apporter des choses, compléter, modifier. Comment vous travaillez avec eux? Non, c'était quand même, en termes de dialogue et de situation, tout était très écrit, et j'avais insisté dès le début. François, il peut avoir l'habitude sur beaucoup de films, même les réalisateurs lui demandent d'improviser un peu autour d'une situation, parce qu'ils savent qu'il est bon pour ça, etc. Mais moi, je voulais vraiment qu'il s'en tienne au texte, et il l'a fait, il a joué le jeu. Et donc l'idée c'était de donner un cadre assez cadré, mais qui ne devienne pas non plus un carcan, c'est-à-dire à l'intérieur de ce cadre, évidemment, eux, après, ils apportent leur interprétation. Par exemple, Vincent Macaigne est quelqu'un qui essaye de réinventer la scène à chaque prise, donc parfois ça peut être un peu déstabilisant pour le comédien en face, parce que tout à coup il met une pause de 30 secondes entre deux répliques qu'il n'avait pas fait avant, et l'autre il attend et il ne sait pas ce qui se passe, mais en même temps ça crée des choses qui effectivement n'appartiennent qu'à Vincent, et qui vont colorer son personnage d'une certaine façon. Et puis de la même manière, François aussi va apporter son interprétation, et des choses que... c'est un détail, mais par exemple, à la fin,
quand Jérôme dit qu'il va partir avec Chloé en Belgique et qu'il ne rentre pas avec eux, et qu'ils se disent tous au revoir, et la façon dont François prend Vincent dans les bras, c'est une espèce de truc hyper délicat. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, et je m'étais pas dit il va le faire comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui vient vraiment de lui, qu'il a fait lors des répétitions, et que je trouvais vraiment magnifique. Donc je pense que voilà, c'est pas parce qu'on donne un cadre aux comédiens qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, au contraire. Alors justement, à propos de la lumière, vous avez travaillé avec un chef opérateur qui est belge, hein, je crois. Oui, Jean-François Henskens. Qui travaillait pour Joachim Lafosse, c'est ça? Je crois qu'il était... Enfin, il a un parcours très éclectique. Il a effectivement éclairé, depuis À perdre la raison, il a fait l'image des films de Lafosse, mais il fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il fait, il fait aussi bien des films d'auteur comme Lafosse que des films comme Go Fast ou des trucs, même des Bessonneries, des films d'action. Même si maintenant lui, il a de plus en plus envie d'aller vers le travail avec ce qu'on appelle des auteurs. Et alors, comment vous travaillez avec lui? Parce que l'image, il y a des plans qui sont superbement photographiés. Les plans de Paris la nuit sont vraiment magnifiques. C'était une préparation commune. Vous aviez fait des suggestions de films ou de photos que vous aimiez, ou de tableaux. Enfin, je sais pas. Comment ça s'est fait? Donc là, c'était ma deuxième collaboration avec lui. J'avais travaillé avec lui c'est là que je l'avais rencontré sur la série Tunnel que j'avais fait pour Canal+. Donc déjà, on avait un passé commun et où on avait constaté qu'on avait un peu le même goût pour l'image aussi. Ça avait été le Tunnel, ma première expérience en numérique, donc il m'avait aussi rassuré là-dessus, qu'on pouvait faire des choses chouettes avec le numérique. Et après, oui, effectivement, c'est une question de préparation, d'échange, de voir des films, de faire des essais. On a fait beaucoup d'essais aussi parce que l'appartement est construit en studio. Donc là, par exemple, la découverte de nuit qu'on voit, on a fait beaucoup d'essais là-dessus, quel système on adopte pour que ça fonctionne et que ça aille dans le sens du film. Mais effectivement, la lumière est l'image est presque plus celle d'un thriller que ce qu'on imagine, comédie, où souvent tout est éclairé de partout. Alors, il y a un autre rôle féminin important, mais en même temps pas si important que ça, puisque c'est son ex-femme. Elle apparaît au début, puis après elle disparaît, elle réapparaît un petit moment. Ça n'a pas dû être facile non plus pour elle. Du coup, elle avait un tournage, elle avait 2 jours de tournage. Les premières choses qu'on a tournées, c'était d'ailleurs ses interventions à la télé. Donc voilà, c'était. Ce qui me plaît, par exemple avec son personnage à elle, c'est qu'effectivement, si on compte ces minutes d'apparition à l'écran, je ne sais même pas si on arrive à 2 minutes, c'est très court, et pourtant elle existe très, très fortement, et puis elle apporte effectivement quelque chose, et j'aime beaucoup ce moment de communication très bizarre à travers l'écran télé quand il finit par dire concombre, enfin. Et non, mais sinon, il y a aussi, puisqu'on parle de personnages féminins, il y a la fille, la jeune fille. Les 2 gamins sont vraiment, je trouve, super, et elle notamment, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois la scène où elle craque, où elle pleure, je trouve ça très, très poignant. Et elle est très importante dans le film aussi, puisque c'est elle souvent qui dit ses 4 vérités à son père. Et en ce qui concerne la musique, comment vous avez procédé? Donc là, vous avez utilisé quelqu'un avec qui vous avez travaillé sur le Tunnel. Oui, c'est ça. Brian Johnson, vous avez travaillé avec lui sur la série. Et alors, quelles indications vous lui avez données pour travailler sur ce film-là? Parce que la musique n'est
elle apparaît qu'à certains moments. Puis il y Oui. a des musiques qui sont aussi, il y a Verdi, enfin il y a Oui. des musiques qui sont Euh, digétiques, disons, qui sont dans la séquence même. Donc comment ça s'est fait avec... Bonjour. Alors, dans un premier temps, je sais que, enfin, ce que j'avais en tête, c'était j'avais envie d'essayer de travailler sur une musique qui soit que percussive et enfin voilà, que rythmique. Enfin, comme des espèces de cliquetis enfin, comme si c'était les rouages dans la tête de Philippe Mars. Et donc, on est parti là-dessus. Bon, ça s'est avéré un peu théorique au bout d'un moment, mais voilà, c'était effectivement notre point de départ. Et après, ça a évolué. À un moment donné, on avait écouté ensemble le morceau Caravane de Duke Ellington. Enfin, qui a un côté comme ça, enfin, où il y a d'ailleurs la trompette bouchée, enfin, qu'on retrouve dans la musique qu'il a faite, et où il y a une espèce de, enfin, ce que Adrian appelait le ludique pince sans rire. Enfin, il y a un côté assez ludique et en même temps un peu pince sans rire. Et donc on a essayé de, voilà, ça nous semblait assez juste par rapport au ton du film. Et donc on a essayé de travailler sur cette notion-là. Et voilà, donc comme ça s'est construit petit à petit, aussi avec des envies, parce que lui dans son studio il avait cet orgue Vox Continental, enfin des claviers, des vieux synthés, enfin d'avoir des instruments aussi, enfin une orchestration qui fasse assez 20e siècle, enfin puisqu'il en est question souvent. Et il m'a aussi aidé, enfin par exemple le Verdi, enfin c'est lui qui m'a conseillé, enfin il m'en avait conseillé plusieurs, mais... Et il intervient à quel moment? Quand le film est fini, à partir des images, ou dès le scénario, vous lui donnez le scénario à lire et puis... Dès le scénario, ouais. Enfin dès le scénario, et puis du coup il a déjà commencé à réfléchir à des choses. Dès qu'on a attaqué le montage, il nous a déjà donné des choses, enfin qu'il avait fait pour le film, qu'on pouvait du coup essayer, voilà. Et ce qui permettent d'affiner les choses et de voilà. Donc ce qui est chouette avec lui, c'est que c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation. Enfin, c'est pas quelqu'un, voilà, qui livre les musiques, il dit voilà, ça prendra ou à laisser, basta quoi. Donc il dit bah, bon, on essaye ça, il nous livre des trucs, enfin qui vont dans le sens de ce que on s'était mis d'accord, et puis on essaye, on voit lesquels fonctionnent le mieux, on essaye de comprendre pourquoi, enfin, et puis on avance comme ça.